Ma mère a mis ma fille de 8 ans à la porte parce qu'elle refusait de faire des corvées pénibles pendant que les enfants de ma sœur se moquaient d'elle et l'insultaient. Maman a crié, les enfants paresseux ne méritent pas d'être hébergés. Ma fille est partie et est restée introuvable pendant des heures. Ma sœur m'a finalement appelé en disant, ta fille est avec toi? Je ne l'ai pas vue de la journée. J'ai crié, je suis au travail. Qu'est-ce que tu veux dire par disparu? Alors j'ai appelé la police et j'ai déposé un signalement de disparition d'urgence. Quand ils l'ont retrouvée et m'ont appelé, quand je l'ai vue, je me suis figé. Je n'aurais jamais pensé écrire cette histoire, mais me voilà, 18 mois plus tard, enfin prête à partager ce qui est arrivé à ma famille et comment tout a changé en une seule journée. C'est une histoire de trahison, de négligence et, finalement, de justice froide. Je m'appelle Megan et je suis une mère célibataire de 34 ans, maman de la plus incroyable petite fille au monde, Olivia. Olivia a maintenant 10 ans, mais au moment où cette histoire se déroule, elle venait d'avoir 8 ans. Son père est parti quand elle avait 2 ans, nous laissant nous débrouiller seuls. Ça a été dur, mais nous avons réussi à construire une belle vie ensemble. Il y a 2 ans, je travaillais comme infirmière à l'hôpital local, en faisant de longues heures pour joindre les deux bouts. Les horaires étaient brutaux, surtout les quarts de 12 heures qui s'étiraient parfois jusqu'à 14 heures lorsque nous étions en sous-effectif. Je détestais laisser Olivia aussi longtemps, mais je n'avais pas beaucoup de choix. La garde d'enfants était chère, et ma mère, Catherine, avait proposé de m'aider en gardant Olivia pendant mes quarts de travail. À l'époque, ma mère vivait dans une grande maison qu'elle avait héritée de ma grand-mère. C'était une maison coloniale de 4 chambres avec une grande cour arrière, parfaite pour que les enfants puissent jouer. Ma sœur, Anna, vivait également là avec ses 2 enfants, Tyler, 9 ans, et Madison, 7 ans. Anna avait divorcé l'année précédente et avait gardé son nom de femme mariée, Martinez, lorsqu'elle était retournée vivre avec maman pour économiser de l'argent. Sur le papier, cela semblait être l'arrangement parfait, Olivia aurait des cousins avec qui jouer, et maman aurait de l'aide avec tous les enfants. Ce que je ne réalisais pas, c'est que cet arrangement allait se transformer en cauchemar pour ma fille. Les problèmes ont commencé lentement. Olivia rentrait de chez maman plus silencieuse que d'habitude. Quand je lui demandais comment s'était passée sa journée, elle haussait simplement les épaules et disait que ça allait. J'ai pensé qu'elle était juste fatiguée d'avoir joué avec ses cousins, mais au fil des semaines et des mois, j'ai remarqué d'autres changements. Olivia a commencé à faire des cauchemars, et elle s'accrochait à moi chaque fois que je mentionnais d'aller chez grand-maman. « Maman, est-ce que je dois aller chez grand-maman demain ?» me demandait-elle avec ce regard d'effroi dans les yeux. Mon cœur, tu sais que maman doit travailler, lui expliquais-je, mais tu vas pouvoir jouer avec Tyler et Madison. Olivia hochait simplement la tête et se taisait. J'aurais dû insister davantage, j'aurais dû poser plus de questions, mais j'étais épuisé, je faisais des doubles quarts de travail juste pour nous maintenir à flot, et je faisais confiance à ma mère et à ma sœur pour prendre soin d'Olivia. La vérité a commencé à sortir par bribes. Olivia a mentionné que grand-maman lui faisait faire des corvées de grands pendant que Tyler et Madison pouvaient jouer. Quand j'ai demandé quel genre de corvée, Olivia a dit des choses comme passer l'aspirateur dans toute la maison, faire la vaisselle et nettoyer les salles de bain. J'ai pensé que maman essayait peut-être juste d'enseigner à Olivia la responsabilité, même si 8 ans me semblait jeune pour des corvées aussi lourdes. Ensuite, Olivia a commencé à mentionner que Tyler et Madison l'insultaient. Ils disent que je suis stupide et laide, a-t-elle murmuré un soir alors que je l'abordais dans son lit. Tyler a dit que je ne faisais pas vraiment partie de la famille parce que mon papa est parti. Mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai appelé Anna le lendemain matin, mais elle a balayé ça du revers de la main. Les enfants sont des enfants, Megan. Ils ne font que jouer. Olivia doit se durcir. Jouer, ai-je rétorqué. Il la harcèle. Tu es dramatique, a dit Anna. Peut-être que si Olivia n'était pas si sensible, elle s'intégrerait mieux. J'aurais dû retirer Olivia de cette maison sur le champ. J'aurais dû trouver une autre solution, même si cela signifiait m'endetter pour la garde d'enfants. Mais je ne l'ai pas fait. J'étais fatigué, stressé et convaincu que les choses allaient s'améliorer. Je n'avais aucune idée à quel point elles allaient empirer. Le point de rupture est survenu un mardi de mars. J'avais pris un quart de travail supplémentaire à l'hôpital parce qu'une de nos infirmières s'était absentée pour cause de maladie. Cela signifiait que je travaillerais de 7 heures à 19 heures, mais le salaire des heures supplémentaires aiderait à couvrir la fête d'anniversaire d'Olivia. J'ai déposé Olivia chez maman à 6h30, lui donnant un câlin extra long. Sois sage avec grand-maman, lui ai-je dit, en l'embrassant sur le front.
Je le serai, maman, a répondu Olivia, mais elle avait l'air effrayée. J'ai passé toute la journée à courir entre les patients, à gérer les urgences et à essayer de suivre les demandes constantes de l'hôpital. Vers 15 heures, j'ai reçu un bref texto de maman, Olivia va bien, ne t'inquiète pas d'appeler. J'ai trouvé ça gentil qu'elle soit prévenante envers mon emploi du temps chargé. À 18 heures, pendant ma pause dîner, j'ai essayé d'appeler pour prendre des nouvelles d'Olivia, mais personne n'a répondu. J'ai pensé qu'ils étaient probablement en train de dîner ou que les enfants jouaient dehors. J'ai envoyé un texto, comment va Olivia? J'espère qu'elle est sage. Pas de réponse. Vers 18 heures, je commençais à m'inquiéter. J'ai rappelé, et cette fois, c'est Anna qui a répondu. Salut Megan, a-t-elle dit, et quelque chose dans sa voix m'a noué l'estomac. Salut Jess, comment va Olivia? Puis-je lui parler? Il y a eu une pause. En fait, j'allais justement t'appeler. Olivia est avec toi. Qu'est-ce que tu veux dire, elle est avec moi. Je suis au travail. Je l'ai déposée chez maman ce matin. Eh bien, elle n'est pas ici. Je ne l'ai pas vue de la journée, en fait. Le téléphone a glissé de ma main et est tombé sur le sol. D'autres infirmières dans la salle de pause ont levé les yeux, inquiètes. Je me suis empressé de ramasser le téléphone. Qu'est-ce que tu veux dire, tu ne l'as pas vue de la journée? Où est-elle? Passe-moi maman. Maman n'est pas là, elle est allée à son club de lecture vers 19 heures. Megan, quand as-tu parlé à Olivia pour la dernière fois? Je ne lui ai pas parlé depuis que je l'ai déposée ce matin. Anna, où est ma fille? Je ne sais pas. Je pensais qu'elle était avec maman toute la journée, mais quand je suis rentré du travail, maman se préparait à partir et a dit qu'Olivia était partie il y a des heures. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à tenir le téléphone. Partie? Qu'est-ce que tu veux dire par partie? Elle a 8 ans. Écoute, je suis sûr qu'elle va bien. Peut-être qu'elle est allée chez une amie ou. J'appelle la police, ai-je dit, en raccrochant avant qu'Anna ne puisse dire un autre mot. Je me suis précipité vers ma superviseure et lui ai expliqué la situation. Elle m'a immédiatement autorisé à partir, et je suis rentré chez moi en même temps que j'appelais le 911. La répartitrice était calme et professionnelle, demandant la description d'Olivia, ce qu'elle portait et quand elle avait été vue pour la dernière fois. Je dois déposer un signalement de disparition d'urgence, ai-je dit, la voix brisée. Ma fille de 8 ans a disparu. Quand je suis arrivé au poste de police, je tenais à peine le coup. La détective Harper, une femme gentille aux cheveux grisonnants et aux yeux doux, a pris ma déclaration. Je leur ai donné une photo récente d'Olivia, j'ai décrit ses vêtements et j'ai fourni tous les détails dont je pouvais me souvenir sur le fait de l'avoir déposée ce matin-là. Nous allons la retrouver, m'a assuré la détective Harper. Nous diffusons une alerte Amber et mobilisons des équipes de recherche. Pouvez-vous penser à un endroit où Olivia pourrait aller? Des amis, des parents, des endroits préférés? Je me suis creusé la tête. Olivia était timide et n'avait pas encore beaucoup d'amis. Nous n'avions déménagé dans cette ville qu'il y a 1 an pour mon travail à l'hôpital. Elle connaissait notre quartier, mais où une enfant de 8 ans irait-elle quand elle aurait peur et serait seule? Les heures suivantes ont été les plus longues de ma vie. J'étais assise dans ma voiture devant la maison de maman, attendant des nouvelles. Des voitures de police allaient et venaient, et je pouvais voir des agents interroger maman et Anna. Des voisins s'étaient joints aux recherches, marchant dans le parc local et appelant le nom d'Olivia. À 21h47, mon téléphone a sonné. La voix de la détective Harper était douce mais sérieuse. Megan, nous avons retrouvé Olivia. Elle est saine et sauve, mais elle est à l'hôpital. Nous avons besoin que vous veniez tout de suite. L'hôpital? Est-ce qu'elle est blessée? Que s'est-il passé? Venez vite. Nous vous expliquerons tout quand vous serez ici. J'ai dépassé toutes les limites de vitesse pour arriver à l'hôpital. Quand je suis arrivé, la détective Harper m'attendait avec une travailleuse sociale nommée Madame Ramirez. Elles m'ont conduite dans une chambre privée du service de pédiatrie. Avant que vous ne voyiez Olivia, nous devons vous préparer, a dit la détective Harper. Elle va bien physiquement, mais elle a vécu une expérience traumatisante. Elle a été retrouvée cachée dans une remise abandonnée à environ 3 km de la maison de votre mère. Elle est là depuis environ 10 heures du matin. 10 heures du matin? C'est il y a 11 heures. Megan, a dit doucement Madame Ramirez,
Olivia nous a raconté des choses très inquiétantes sur ce qui s'est passé chez votre mère aujourd'hui. Nous devons en discuter avant que vous ne la voyiez. Elles m'ont conduite dans une petite salle de conférence et ont fermé la porte. Ce qu'elles m'ont raconté ensuite m'a glacé le sang. Selon la déclaration d'Olivia, ce matin-là avait commencé comme n'importe quel autre. Maman avait préparé le petit déjeuner pour Tyler et Madison, mais avait dit à Olivia qu'elle devait attendre d'avoir terminé ses corvées du matin. Ces corvées comprenaient le fait de frotter le plancher de la cuisine à 4 pattes, de nettoyer les 3 salles de bain et de faire 2 brassées de lessive. Pendant qu'Olivia travaillait, Tyler et Madison jouaient à des jeux vidéo et regardaient la télévision. Ils ont commencé à la taquiner, à l'appeler Cendrillon et la femme de chambre. Quand Olivia a demandé si elle pouvait prendre son petit déjeuner, Tyler lui a dit que les serviteurs mangeaient après tout le monde. Madison, suivant apparemment l'exemple de son frère, a commencé à appeler Olivia la fille poubelle et a dit qu'elle sentait mauvais. Quand Olivia a commencé à pleurer, Tyler lui a dit d'arrêter de faire son bébé et que peut-être son papa était parti parce qu'elle était trop ennuyeuse. Olivia était allée trouver maman, qui était dans le salon en train de lire. Elle a dit à maman que Tyler et Madison étaient méchants et lui a demandé si elle pouvait s'il vous plaît prendre son petit déjeuner. Selon Olivia, maman s'est fâchée et a dit qu'Olivia causait des problèmes et qu'elle devait arrêter d'être dramatique. Tes cousins ne font que jouer, aurait dit maman. Peut-être que si tu finissais tes corvées plus vite, tu aurais aussi le temps de jouer. Mais la situation a dégénéré quand Olivia a refusé de nettoyer le garage. Maman lui avait apparemment donné une liste de tâches qui comprenait le fait d'organiser tous les outils, de balayer le sol et de déplacer des boîtes lourdes. Olivia, épuisée et affamée, a dit qu'elle ne pouvait pas soulever les boîtes. C'est à ce moment-là que maman a explosé. Les enfants paresseux ne méritent pas d'être hébergés, avait crié maman, selon le récit d'Olivia. Si tu ne peux pas te montrer utile, alors tu peux trouver un autre endroit où vivre. Maman avait alors attrapé Olivia par le bras, l'avait traînée jusqu'à la porte d'entrée et l'avait littéralement poussée dehors, verrouillant la porte derrière elle. Tyler et Madison avaient regardé par la fenêtre, riant et faisant des grimaces à Olivia alors qu'elle était debout sur le porche en train de pleurer. Olivia avait frappé à la porte en suppliant qu'on la laisse rentrer, mais maman avait crié à travers la porte qu'elle pourrait revenir quand elle serait prête à être utile. Olivia a attendu sur le porche pendant plus d'1 heure, mais personne n'est venu la faire rentrer. Effrayée, affamée et seule, Olivia s'était éloignée de la maison. Elle s'est souvenue d'avoir vu une vieille remise derrière des arbres lors de promenades précédentes dans le quartier, et c'est là qu'elle s'était cachée. Elle était là depuis 11 heures, effrayée de sortir, effrayée de retourner chez maman et ne sachant pas comment me joindre au travail. Alors que la détective Harper et Madame Ramirez me racontaient cette histoire, j'ai eu l'impression que j'allais être malade. Ma petite fille innocente et adorable avait été traitée comme une servante, maltraitée émotionnellement, puis littéralement jetée hors de la maison par ma propre mère, la femme à qui j'avais confié le soin d'Olivia, l'avait traumatisée de la pire des manières possibles. Puis-je la voir maintenant, ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Elles m'ont conduite à la chambre d'Olivia. Quand je suis entré et que je l'ai vue allongée sur ce lit d'hôpital, l'air si petite et fragile, je me suis figé. Elle portait une chemise d'hôpital, et ses vêtements étaient dans un sac à proximité, sale et déchiré après avoir passé la journée à se cacher dans la remise. Son visage était strié de larmes séchées, et elle avait des égratignures sur les bras à cause de s'être faufilée dans la petite remise, mais ce sont ses yeux qui m'ont brisé le cœur. Ils étaient vides, creux, comme si quelque chose à l'intérieur d'elle était mort. Quand elle m'a vu, elle n'a pas couru dans mes bras comme elle le faisait habituellement. Elle m'a juste regardé avec cette expression de défaite pure. « Maman » a-t-elle murmuré, « je suis désolée. J'ai été méchante. J'ai perdu le contrôle. » Je me suis précipité à son chevet et l'ai serrée dans mes bras, la tenant aussi fort que j'osais. « Tu n'as pas été méchante, bébé. Tu n'as rien fait de mal, rien. Maman est tellement, tellement désolée. » Olivia s'est accrochée à moi et a commencé à sangloter. Grand-maman a dit que j'étais paresseuse. Tyler a dit que papa était parti parce que je suis ennuyeuse. J'essaie d'être sage, maman, j'ai essayé si fort. Tu es sage, Olivia. Tu es parfaite. Ce n'est pas ta faute. Nous nous sommes tenus l'une à l'autre et avons pleuré jusqu'à ce que nous soyons toutes les deux épuisées. Le médecin est venu examiner Olivia et a confirmé qu'elle était déshydratée et qu'elle avait quelques coupures et ecchymoses mineures, mais qu'elle allait bien physiquement par ailleurs. Le traumatisme psychologique, cependant, était une autre histoire.
Madame Ramirez a expliqué que les services de protection de l'enfance devraient enquêter sur l'incident. Bien qu'ils ne me soupçonnaient d'aucun acte répréhensible, ils devaient assurer la sécurité d'Olivia et documenter ce qui s'était passé. Je leur ai assuré que je coopérerais pleinement et qu'Olivia ne retournerait jamais chez ma mère. Nous sommes rentrés chez nous vers 1h du matin. Olivia ne voulait pas dormir dans son propre lit, alors je l'ai laissée se blottir contre moi. Elle n'arrêtait pas de se réveiller pendant la nuit, m'appelant pour s'assurer que j'étais toujours là. Le lendemain matin, j'ai appelé pour me faire porter malade au travail et j'ai passé la journée à tenir Olivia dans mes bras et à essayer de comprendre ce qui s'était passé. J'ai également commencé à passer des appels téléphoniques. Le premier était à un avocat spécialisé dans le droit de la famille, David Kim, qui était fortement recommandé. Le deuxième était à une psychologue pour enfants, Dr Jennifer Williams, qui était spécialisée dans les traumatismes. Mais je n'avais pas fini. J'étais furieuse, et je voulais des réponses. J'ai appelé ma mère. Catherine, ai-je dit quand elle a répondu, sans prendre la peine d'être polie. Megan, Dieu merci. J'ai été inquiète comme jamais. Est-ce qu'Olivia va bien? La police a dit. N'ose même pas faire semblant d'être inquiète pour Olivia. Tu l'as jetée hors de ta maison. Tu as abandonné une enfant de 8 ans. Maintenant, attends 1 minute, a dit maman, sa voix devenant défensive. Olivia était provocatrice et irrespectueuse. J'essayais de lui enseigner la discipline. La discipline? Tu l'as fait frotter les planchers et nettoyer les salles de bain pendant que Tyler et Madison jouaient. Tu les as laissés la tourmenter, et ensuite tu l'as littéralement jetée hors de la maison. Je ne l'ai pas jetée dehors. Je lui ai dit qu'elle pouvait revenir quand elle serait prête à bien se comporter. Elle a 8 ans. Elle aurait pu être kidnappée, renversée par une voiture ou pire. Elle a passé 13 heures cachée dans une remise parce qu'elle avait trop peur de rentrer à la maison. Tu es dramatique, Megan. Les enfants sont plus résistants que tu ne le penses. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ma mère ne ressentait absolument aucun remords pour ce qu'elle avait fait. Dans son esprit, elle était justifiée. Olivia était juste difficile, et maman lui avait donné une leçon. Tu as raison, maman. Les enfants sont résistants, et Olivia va très bien parce qu'elle ne te reverra plus jamais. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Au cours des semaines suivantes, Olivia a commencé une thérapie avec la Dr Williams. C'était déchirant de voir ma petite fille confiante et pétillante lutter contre l'anxiété et la peur. Elle avait peur d'être seule, peur que je ne revienne pas du travail et peur d'être méchante et de mériter d'être abandonnée. La Dr Williams a expliqué qu'Olivia présentait des symptômes de traumatisme et qu'il faudrait du temps et de la patience pour l'aider à guérir. Elle a également recommandé qu'Olivia n'ait aucun contact avec maman, Anna, Tyler ou Madison pendant qu'elle surmontait ses sentiments. Pendant ce temps, les rouages juridiques se mettaient en branle. David Kim, mon avocat, a expliqué que même si ce que ma mère avait fait était moralement répréhensible, il serait difficile de prouver des accusations criminelles. Cependant, il croyait que nous avions de solides arguments pour une poursuite civile fondée sur la négligence, la détresse émotionnelle et la mise en danger d'un enfant. L'enquête des services de protection de l'enfance a été approfondie. Ils ont interrogé Olivia à plusieurs reprises, en utilisant des techniques adaptées aux enfants pour obtenir son histoire. Ils ont également interrogé maman, Anna, Tyler et Madison. L'enquêtrice, Madame Rodriguez, était professionnelle mais clairement troublée par ce qu'elle a constaté. Le récit des événements de votre mère ne correspond pas à celui d'Olivia ni même à celui de votre sœur, m'a dit Madame Rodriguez lors d'une de nos réunions. Votre mère prétend qu'on demandait simplement à Olivia de faire des corvées adaptées à son âge, mais la liste des tâches que nous avons trouvées suggère le contraire. On ne devrait pas s'attendre à ce qu'une enfant de 8 ans nettoie plusieurs salles de bain, fasse la lessive ou déplace des objets lourds. Elle a également trouvé des preuves que ce traitement durait depuis des mois, pas seulement ce jour-là. Tyler et Madison, lorsqu'ils ont été interrogés séparément, ont admis qu'Olivia se voyait toujours confier plus de corvées qu'eux et qu'on les encourageait à la taquiner au sujet du départ de son père. Votre sœur prétend qu'elle n'était pas au courant de l'ampleur du problème, a poursuivi Madame Rodriguez, mais elle admet avoir entendu votre mère crier après Olivia et l'avoir vue faire des corvées pendant que ses propres enfants jouaient. Elle dit qu'elle pensait que cela forgerait son caractère. Le rapport final des services de protection de l'enfance a été accablant. Bien qu'ils n'aient pas retiré Tyler et Madison de la maison, ils ont exigé que maman et Anna suivent des cours de compétences parentales et de gestion de la colère.
Ils ont également émis une ordonnance de protection stipulant que maman n'était pas autorisée à avoir des contacts non supervisés avec Olivia. Le rapport des services de protection de l'enfance a également révélé d'autres détails troublants qui n'avaient pas été mis en lumière lors de l'enquête initiale. Madame Rodriguez avait interrogé l'ancienne gardienne d'Olivia, Madame Garcia, qui avait gardé Olivia de temps en temps avant que nous ne commencions l'arrangement avec maman. Madame Garcia a rapporté qu'Olivia avait mentionné être fatiguée de nettoyer et qu'elle avait demandé s'il était normal que les enfants fassent le travail des adultes. J'ai pensé qu'elle aidait peut-être simplement à faire des corvées simples, a dit Madame Garcia à l'enquêtrice, mais maintenant je réalise qu'elle essayait de me dire que quelque chose n'allait pas. J'aurais dû poser plus de questions. Le rapport comprenait également des déclarations de l'enseignante d'Olivia, Mademoiselle Johnson, qui avait remarqué des changements dans le comportement et le rendement scolaire d'Olivia au cours des derniers mois. Olivia était devenue renfermée, s'endormait fréquemment en classe et ses notes étaient passées de A à C et D. Olivia était l'une de mes élèves les plus assidues, a dit Mademoiselle Johnson au service de protection de l'enfance. Vers novembre, elle a commencé à sembler épuisée et distraite. Quand je lui ai demandé si tout allait bien à la maison, elle hochait simplement la tête et changeait de sujet. J'ai remarqué qu'elle avait souvent faim et qu'elle demandait des collations supplémentaires lors de nos fêtes de classe. Ce détail m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac. Ma fille mourait de faim alors que je pensais qu'elle était nourrie et soignée. La règle d'attendre après les corvées signifiait apparemment qu'Olivia se passait souvent de petit déjeuner et parfois de déjeuner selon la durée de ses tâches assignées. L'enquête a également révélé que maman racontait à d'autres membres de la famille une histoire complètement différente au sujet des visites d'Olivia. Elle dépeignait Olivia comme gâtée, exigeante et irrespectueuse, jetant ainsi les bases pour justifier son traitement. Plusieurs parents avaient commencé à éviter Olivia lors des réunions de famille parce qu'ils croyaient aux mensonges de maman. Ma cousine Rachel m'a appelé après que le rapport des services de protection de l'enfance a été connu dans la famille. « Megan, je te dois à toi et à Olivia d'énormes excuses », a-t-elle dit, en pleurant. Maman a dit à tout le monde qu'Olivia faisait des scènes et qu'elle était irrespectueuse. Elle a dit que tu l'élevais sans discipline et qu'Olivia était impolie envers Tyler et Madison. J'ai en fait évité de parler à Olivia à Noël parce que je pensais qu'elle était une enfant à problème. Elle vous a dit qu'Olivia était le problème, ai-je demandé, incrédule. Elle a dit qu'Olivia était jalouse de Tyler et Madison et qu'elle essayait de les mettre dans le pétrin en mentant sur le fait d'être malmenée. Elle a fait croire qu'Olivia était l'intimidatrice, pas la victime. Je me sens mal de savoir que je l'ai cru. Rachel n'était pas la seule. Maman avait systématiquement empoisonné notre famille élargie contre Olivia pendant des mois, s'assurant que si Olivia tentait un jour de demander de l'aide, elle serait considérée comme une faiseuse de troubles. C'était un niveau de manipulation qui était presque sociopathique. L'évaluation psychologique qui faisait partie de l'enquête des services de protection de l'enfance a été tout aussi révélatrice. La docteure Patricia Stevens, une psychologue judiciaire, avait évalué à la fois Olivia et la dynamique familiale. Son rapport indiquait qu'Olivia présentait des signes clairs de traumatisme complexe, y compris une hypervigilance, une dysrégulation émotionnelle et des symptômes compatibles avec des mauvais traitements psychologiques continus. Mais c'est l'évaluation de maman par la docteure Stevens qui m'a vraiment ouvert les yeux. Madame Catherine Thompson présente des traits compatibles avec un trouble de la personnalité narcissique, indiquait le rapport. Elle montre un schéma de perception de soi grandiose, un manque d'empathie et une tendance à exploiter les relations pour un gain personnel. Son traitement d'Olivia semble être motivé par un besoin de maintenir le contrôle et la domination plutôt que par une véritable préoccupation pour la discipline ou le développement du caractère. L'évaluation notait que maman ne montrait aucun remords véritable pour ses actions et évitait constamment les responsabilités. Lorsqu'on lui a posé des questions sur l'état émotionnel d'Olivia, la principale préoccupation de Madame Thompson était de savoir comment la situation se reflétait sur sa réputation plutôt que sur le bien-être de l'enfant, a écrit la docteure Stevens. L'évaluation d'Anna était quelque peu différente mais tout aussi troublante. Mademoiselle Anna Martinez démontre des comportements de facilitatrice et semble avoir sacrifié le bien-être de sa nièce pour maintenir sa propre situation de vie confortable, indiquait le rapport. Elle admet avoir été témoin d'un traitement inapproprié, mais l'a rationalisé comme n'étant pas de sa place d'interférer avec les décisions parentales de sa mère. La docteure Stevens a noté que la principale motivation d'Anna semblait être de s'assurer que ses propres enfants ne soient pas soumis au même traitement. Madame Martinez semble avoir pris une décision consciente de permettre à Olivia de supporter le fardeau des responsabilités ménagères excessives afin de protéger ses propres enfants contre des attentes similaires. Mais je voulais plus qu'une simple tape sur les doigts, je voulais qu'ils comprennent toutes les conséquences de leurs actions. Au cours de cette période,
j'ai également appris davantage sur ce qu'Olivia avait enduré grâce à ses séances de thérapie. La docteure Williams a utilisé la thérapie par le jeu et l'art-thérapie pour aider Olivia à exprimer des sentiments qu'elle ne pouvait pas exprimer avec des mots. Les dessins qu'Olivia a fait pendant ces séances étaient déchirants. Un dessin montrait un bonhomme allumette d'une petite fille frottant un plancher tandis que deux autres enfants jouaient à des jeux vidéo en arrière-plan. Un autre montrait la même petite fille debout devant une maison avec des larmes coulant sur son visage tandis que des visages dans les fenêtres pointaient du doigt et riaient. Mais le dessin le plus dévastateur était celui qu'Olivia a intitulé « La remise ». Il montrait une minuscule silhouette recroquevillée dans un espace sombre avec des ombres effrayantes tout autour. Quand la docteure Williams a demandé à Olivia de lui parler du tableau, Olivia a dit « C'est là que je suis allée quand personne ne voulait plus de moi. » « Comment t'es-tu senti dans la remise ?» avait demandé doucement la docteure Williams. Effrayée et affamée, a répondu Olivia, mais aussi invisible. Personne ne pouvait me voir pour être fâché contre moi. La docteure Williams m'a expliqué qu'Olivia avait tellement intériorisé les mauvais traitements qu'elle croyait qu'elle les méritait. Olivia a développé une réaction traumatique où elle essaie de se rendre invisible pour éviter les conflits, a-t-elle dit. Elle a appris que ses besoins et ses sentiments n'ont pas d'importance, ce qui est incroyablement dommageable pour le développement d'un enfant. Les séances de thérapie ont également révélé qu'Olivia avait eu des épisodes dissociatifs pendant les pires abus. Parfois, quand grand-maman criait très fort, je faisais semblant d'être ailleurs, a dit Olivia à la docteure Williams. Je pensais être au parc avec maman et ensuite je n'entendais plus les méchants mots. Apprendre l'existence de ces mécanismes d'adaptation m'a brisé le cœur à nouveau. Ma fille de 8 ans avait développé des mécanismes de défense psychologique que l'on observe habituellement chez les adultes ayant des antécédents de traumatisme grave. À peu près à cette époque, j'ai également commencé à subir des pressions de la part d'autres membres de la famille pour laisser tomber et passer à autre chose pour le bien de l'unité familiale. Mon oncle Tom m'a appelé un soir avec ce qu'il pensait clairement être un sage conseil. « Megan, je sais que Catherine a fait des erreurs, mais elle vieillit et elle est bien ancrée dans ses habitudes, a-t-il dit. Peut-être qu'il est temps de pardonner et d'oublier. Olivia semble aller bien maintenant. Oncle Tom, pardonneriez-vous et oublieriez-vous si quelqu'un jetait votre petite nièce hors de sa maison et la laissait se cacher dans une remise pendant 11 heures, ai-je demandé, en faisant référence à la fille d'Anna, Madison. Eh bien, c'est différent. Non, ce n'est pas différent. C'est exactement la même chose. Olivia mérite tout autant de protection et d'amour que Madison. Le fait que maman soit vieille n'excuse pas la maltraitance d'enfants. Mais pense à la famille, Megan. Cette poursuite déchire tout le monde. La famille était déchirée le moment où maman a décidé de maltraiter ma fille. Je m'assure simplement qu'il y a des conséquences à ce choix. Ces conversations m'ont fait réaliser à quel point la dysfonction de la famille était profondément enracinée. Ils étaient plus préoccupés par le maintien de l'apparence d'harmonie familiale que par la protection réelle des enfants. Cela a renforcé ma décision de tenir Olivia à l'écart de tous. Pendant ce temps, le processus de guérison d'Olivia était en cours et compliqué. Certains jours, elle semblait redevenir elle-même, riant et jouant sans souci dans le monde. D'autres jours, elle régressait et devenait collante et craintive. Le traumatisme l'avait fondamentalement changée, et je devais apprendre à être la mère d'un enfant qui avait vécu quelque chose que je ne pouvais pas comprendre pleinement. Un soir particulièrement difficile, Olivia a eu une crise complète lorsque je lui ai demandé de nettoyer sa chambre. Elle a commencé à faire de l'hyperventilation et à pleurer, disant qu'elle était désolée d'être paresseuse et qu'elle ferait mieux. « Je vais nettoyer toute la maison, maman » a-t-elle sangloté. « S'il te plaît, ne me fais pas partir. Je serai sage, je te le promets. » Il m'a fallu 20 minutes pour la calmer et l'aider à comprendre que les corvées normales des enfants étaient différentes de ce qu'elle avait vécu chez maman. La docteure Williams m'avait averti que les situations quotidiennes pourraient déclencher la réaction traumatique d'Olivia, mais voir cela se produire était dévastateur. J'ai également dû faire face à mes propres sentiments de culpabilité et de rage. Il y a eu des nuits où je n'ai pas pu dormir, repassant chaque conversation avec maman, cherchant les signes que j'aurais manqués. J'ai moi-même commencé à consulter un thérapeute, le docteur Michael Shen, pour m'aider à gérer mon propre traumatisme face à la situation. Vous vivez un traumatisme secondaire, a expliqué le docteur Shen. Quand quelqu'un que vous aimez est gravement blessé, surtout votre enfant, cela crée sa propre réponse traumatique. Vous ne faites pas que gérer la guérison d'Olivia, vous gérez vos propres sentiments d'impuissance et de trahison. Le docteur Shen m'a aidé à comprendre que ma colère était non seulement normale, mais nécessaire. Votre rage est protectrice, a-t-il dit.
C'est la façon dont votre esprit s'assure que cela ne se reproduira plus jamais. La clé est de canaliser cette colère en action positive plutôt que de la laisser vous consumer. La procédure juridique était également éprouvante. Des dépositions étaient prévues, et j'ai dû revivre tout le cauchemar pendant que les avocats posaient des questions détaillées sur chaque aspect de l'abus d'Olivia. L'avocat de maman était particulièrement agressif, essayant de me dépeindre comme une mère surprotectrice qui exagérait le traumatisme d'Olivia à des fins financières. N'est-ce pas vrai, Madame Williams, que les enfants exagèrent souvent lorsqu'ils cherchent de l'attention, a demandé l'avocat de maman pendant ma déposition. Olivia ne cherchait pas de l'attention, ai-je répondu fermement. Elle cherchait la sécurité, et au lieu de la trouver chez sa grand-mère, elle a trouvé des abus. Mais ne pensez-vous pas que le fait d'intenter cette action en justice enseigne à Olivia qu'elle devrait blâmer les autres pour ses problèmes au lieu d'en assumer la responsabilité? David Kim s'est opposé avant que je puisse répondre, mais la question a révélé la stratégie de la défense. Ils allaient soutenir que tenir maman responsable était en quelque sorte préjudiciable au développement du caractère d'Olivia. Pendant la déposition de maman, ses vraies couleurs se sont vraiment révélées. Lorsqu'on lui a demandé le jour où elle avait mis Olivia à la porte, elle n'a montré aucun remords. Olivia était provocante et irrespectueuse, a-t-elle déclaré. Je lui ai dit que les enfants paresseux ne méritent pas d'abri parce que j'essayais de la motiver à travailler plus dur. Vous avez dit à une fillette de 8 ans qu'elle ne méritait pas d'abri, a demandé David Kim. Je lui apprenais que les actions ont des conséquences. Quelles conséquences vous attendiez-vous à ce qu'une enfant de 8 ans tire du fait d'être abandonnée devant votre maison? Je m'attendais à ce qu'elle revienne prête à se comporter correctement. Pendant 13 heures, je ne savais pas que ce serait 13 heures. J'ai supposé que Megan viendrait la chercher quand elle quitterait le travail. Cette réponse était particulièrement accablante car elle montrait que maman n'avait jamais eu l'intention de laisser Olivia rentrer. Elle s'attendait à ce que je quitte le travail plus tôt pour récupérer ma fille qui se conduisait mal, ce qui aurait entraîné une perte de salaire et peut-être de mon emploi. La déposition de Hannah a été tout aussi révélatrice, mais d'une manière différente. Contrairement à maman, Hannah semblait comprendre que ce qui s'était passé était mal, mais ses explications ont clairement montré qu'elle avait été complice depuis le début. Je savais qu'Olivia faisait plus de corvées que Tyler et Madison, a-t-elle admis, mais maman a dit que c'était parce qu'Olivia avait besoin de plus de discipline que mes enfants. Avez-vous déjà remis en question pourquoi Olivia avait besoin de plus de discipline? Maman a dit que Megan élevait Olivia sans limites appropriées et qu'Olivia était gâtée. Avez-vous déjà envisagé qu'une enfant de 8 ans qui fait plusieurs lessives, frotte les sols et nettoie les salles de bain puisse être excessif? Hannah est restée silencieuse pendant un long moment. J'y ai pensé parfois, mais maman a dit que ce serait bon pour le caractère d'Olivia, et honnêtement, cela signifiait que Tyler et Madison avaient plus de temps pour les devoirs et les activités. Cette admission que Hannah avait permis qu'Olivia soit surchargée afin que ses propres enfants puissent avoir une vie plus facile était particulièrement consternante. Elle avait sacrifié le bien-être de sa nièce pour la commodité de ses propres enfants. David Kim a intenté une action civile contre ma mère et Hannah pour négligence, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle et mise en danger d'un enfant. La poursuite visait à obtenir des dommages et intérêts pour les frais médicaux d'Olivia, les coûts de la thérapie, et la douleur et la souffrance. Le processus de communication de pièces était révélateur. Nous avons découvert que Hannah était au courant du traitement inégal depuis des mois, mais qu'elle l'avait activement encouragé parce que cela signifiait que ses propres enfants avaient moins de responsabilités. Les messages textes entre maman et Hannah ont révélé leurs vrais sentiments à propos d'Olivia. Cette fille est trop gâtée, disait un texto de maman. Megan la câline. Quelqu'un doit lui apprendre à quoi ressemble le vrai travail. La réponse de Hannah, peut-être qu'un travail acharné la rendra moins géniarde. Tyler et Madison pensent que c'est une pleurnicharde. Un autre échange a montré Hannah se plaignant en fait qu'Olivia ne faisait pas assez de travail. Maman, tu es encore trop indulgente avec Olivia. Elle devrait aussi faire la lessive de Tyler. Il est plus âgé et a des choses plus importantes à faire. La lecture de ces textes m'a rendu physiquement malade. Ma propre famille avait conspiré pour maltraiter ma fille, et ils se sentaient parfaitement justifiés de le faire. La poursuite a mis 8 mois à se résoudre. Pendant ce temps, Olivia a continué sa thérapie et a lentement commencé à guérir. Elle était toujours anxieuse et avait des problèmes d'estime de soi, mais elle faisait des progrès. Le docteur Williams a dit que la résilience d'Olivia était remarquable, mais que le traumatisme aurait probablement des effets durables. Maman et Hannah ont essayé de me contacter plusieurs fois pendant cette période. Elles ont envoyé des lettres, se sont présentées à ma maison,
et ont même demandé à d'autres membres de la famille d'essayer de servir de médiateur. Leur message était toujours le même, j'exagérais, Olivia allait bien, et je détruisais la famille pour rien. Le point de rupture est survenu lorsque maman s'est présentée à l'école d'Olivia en essayant de la voir. Olivia a eu une crise de panique quand elle a vu sa grand-mère dans le couloir. L'école m'a appelé immédiatement, et j'ai dû quitter le travail pour aller chercher Olivia, qui était en hyperventilation et pleurait. C'est alors que j'ai demandé une ordonnance restrictive. L'audience pour l'ordonnance restrictive a été brutale. L'avocat de maman l'a dépeinte comme une grand-mère aimante qui essayait juste de discipliner un enfant difficile. Ils ont soutenu que la réaction d'Olivia était la preuve que je l'avais empoisonnée contre sa grand-mère, mais David Kim était préparé. Il a présenté les dossiers de thérapie d'Olivia avec la permission du Dr Williams, le rapport du service de protection de l'enfance, CPS, et les messages textes entre maman et Anna. Il a également fait témoigner le Dr Williams sur le traumatisme d'Olivia et les effets à long terme de la maltraitance émotionnelle. Le juge n'a pas été impressionné par la défense de maman. Madame Thompson, a-t-il dit, s'adressant à ma mère, vos actions le jour en question n'étaient pas de la discipline, c'était de l'abandon. Vous avez éjecté une enfant de 8 ans de votre maison et l'avez laissée se débrouiller seule pendant plus de 12 heures. Ce n'est pas de la préoccupation de grand-mère, c'est de la mise en danger d'un enfant. L'ordonnance restrictive a été accordée, interdisant à maman de s'approcher à moins de 150 mètres d'Olivia ou de moi pendant 2 ans. La poursuite civile s'est terminée 6 mois plus tard. Les preuves étaient accablantes, et les avocats de maman ont recommandé de régler à l'amiable. Le règlement final s'élevait à 85 000 $, qui seraient affectés à la thérapie d'Olivia, au futur conseil et à un fonds pour ses études universitaires, mais l'argent n'était pas vraiment l'essentiel. L'essentiel était la responsabilité. Pendant les négociations de règlement, maman a été obligée d'écrire une lettre reconnaissant ses actions et leur impact sur Olivia. La lettre faisait partie de l'accord juridique, ce qui signifiait que si elle essayait un jour de prétendre qu'elle n'avait rien fait de mal, nous pourrions l'utiliser contre elle. La lettre disait, en partie, je reconnais que mon traitement d'Olivia le 15 mars et dans les mois qui ont précédé cette date était inapproprié et nuisible. Je comprends qu'exiger d'une enfant de 8 ans qu'elle effectue des tâches ménagères excessives pendant que les autres enfants jouent était injuste. Je reconnais que le fait d'avoir retiré Olivia de ma maison et d'avoir refusé de la laisser rentrer était dangereux et traumatisant. Je comprends que mes actions ont causé à Olivia une détresse émotionnelle importante et ont contribué à un traumatisme psychologique continu. La lecture de cette lettre m'a procuré plus de satisfaction que l'argent ne l'aurait jamais pu. La part de Anna dans le règlement était plus petite, mais elle était également tenue de reconnaître son rôle dans la facilitation du comportement de maman et son incapacité à protéger Olivia. La partie la plus satisfaisante de tout le processus est survenue 6 mois après le règlement, lorsque j'ai appris que les actions de maman avaient eu des conséquences au-delà de notre poursuite. Il s'est avéré que plusieurs voisins avaient été témoins du renvoi d'Olivia de la maison ce jour-là. Une voisine, Madame Patterson, avait en fait appelé la police quand elle a vu une enfant de 8 ans marcher seule et pleurer. Son appel a aidé à établir la chronologie des événements et à prouver qu'Olivia avait bel et bien été forcée de quitter la maison. La nouvelle de la poursuite et de son issue s'est répandue dans le cercle social de maman. Son club de lecture l'a expulsée quand ils ont appris ce qui s'était passé. Plusieurs amis de longue date ont cessé de lui parler. Même sa propre sœur, ma tante Carole, a coupé les ponts après avoir lu le rapport du CPS. Anna a également subi des conséquences au travail. Elle était aide-enseignante à l'école primaire locale, et quand le district scolaire a appris son rôle dans la maltraitance d'Olivia, ils ont mené leur propre enquête. Bien qu'elle n'ait pas été renvoyée, elle a été mutée dans une autre école et obligée de suivre une formation supplémentaire sur le bien-être de l'enfant et les signalements. Mais la conséquence la plus importante a été l'effet sur Tyler et Madison. Les autres parents de leur école ont appris la situation, et plusieurs familles ont cessé d'autoriser leurs enfants à jouer avec Tyler et Madison. Les enfants ont commencé à mal se comporter à l'école, et Anna a été obligée de les faire suivre une thérapie également. Tyler, en particulier, a eu du mal avec la culpabilité de son traitement d'Olivia. Pendant l'un des entretiens du CPS, il s'est effondré et a admis qu'il savait que ce qu'il faisait était mal, mais que maman et Anna lui avaient dit qu'Olivia le méritait parce qu'elle était gâtée. Le conseiller familial qui travaillait avec Tyler et Madison a dit à Anna que les enfants avaient été endommagés en étant encouragés à participer à la maltraitance d'Olivia. Ils avaient appris que l'intimidation et la cruauté étaient acceptables, et maintenant ils avaient des problèmes de relation et d'empathie. Anna m'a appelé un soir environ 1 an après le règlement, pleurant hystériquement. Megan, Tyler fait des cauchemars à propos d'Olivia, a-t-elle sangloté.
Il n'arrête pas de demander si elle va bien et de dire qu'il est désolé. Madison n'en parle pas du tout, mais son professeur dit qu'elle est devenue agressive avec les autres enfants. Le conseiller dit qu'ils sont traumatisés par ce qu'on leur a appris à faire. Je suis désolé, Anna, mais je ne peux pas vous aider avec ça, ai-je dit. Vous avez fait vos choix. S'il te plaît, est-ce qu'Olivia peut juste parler à Tyler une seule fois? Il a besoin de s'excuser auprès d'elle. Absolument pas, Olivia est toujours en thérapie pour gérer le traumatisme que votre fils a aidé à infliger. Je ne l'exposerai plus jamais à aucun d'entre vous. Mais nous sommes de la famille. Non, nous ne le sommes pas. La famille ne maltraite pas les enfants. La famille n'abandonne pas les enfants de 8 ans. Vous avez cessé d'être de la famille le jour où vous avez choisi de faciliter le comportement de maman au lieu de protéger Olivia. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Olivia a maintenant 10 ans et va beaucoup mieux. Elle est toujours en thérapie, mais moins fréquemment. Elle s'est fait des amis à l'école et a rejoint l'équipe de soccer. Elle a retrouvé confiance en son sourire, bien qu'elle ait encore des cauchemars et de l'anxiété occasionnelle. Elle pose parfois des questions sur sa grand-mère et ses cousins, mais le docteur Williams l'a aidé à comprendre que certaines personnes font de mauvais choix et qu'il est normal de rester à l'écart des personnes qui nous font du mal, même si ce sont des membres de la famille. Le fonds universitaire issu du règlement s'est considérablement développé, et Olivia aura beaucoup d'argent pour son éducation le moment venu. Plus important encore, elle a appris que sa voix compte, que les adultes doivent protéger les enfants et qu'elle mérite d'être traitée avec gentillesse et respect. Quant à maman et Anna, j'ai parfois des nouvelles par des connaissances mutuelles. La santé de maman a décliné, et elle est devenue de plus en plus isolée. Anna a du mal en tant que mère célibataire avec 2 enfants à problème et aucun système de soutien. Une partie de moi a de la peine pour elle, mais surtout je ressens un soulagement qu'Olivia soit en sécurité et s'épanouisse. Elles avaient un choix à faire ce jour de mars, et elles ont choisi la cruauté plutôt que la compassion, la commodité plutôt que la protection. Elles ont choisi de sacrifier le bien-être d'Olivia pour leur propre sens tordu de la justice. La dernière fois que quelqu'un a suggéré que je devrais pardonner et oublier pour le bien de l'unité familiale, je lui ai dit exactement ce que je pensais, la famille ne se termine pas avec le sang, et elle ne commence pas non plus là. La vraie famille se protège mutuellement, en particulier les membres les plus vulnérables. Ma mère et ma sœur ont prouvé qu'elles ne sont pas la famille d'Olivia quand elles ont choisi de la maltraiter au lieu de l'aimer. Olivia et moi avons construit notre propre famille maintenant. Nous avons des amis qui nous aiment et nous soutiennent, des voisins qui veillent sur nous et les uns sur les autres. Nous n'avons pas besoin dans nos vies de personnes qui pensent qu'une enfant de 8 ans mérite d'être traitée comme une servante et ensuite abandonnée quand elle ne peut pas satisfaire à leurs normes impossibles. Parfois, je me demande si j'aurais dû voir les signes plus tôt, si j'aurais dû mieux protéger Olivia dès le début. Le docteur Williams m'assure que je ne suis pas responsable des actions de ma mère, mais la culpabilité persiste. Ce que je sais avec certitude, c'est qu'Olivia est en sécurité maintenant, et elle sait sans l'ombre d'un doute qu'elle est aimée, valorisée et protégée. Elle sait que sa valeur n'est pas déterminée par la quantité de travail qu'elle peut faire ou le peu de problèmes qu'elle cause. Elle sait qu'elle mérite la gentillesse, le respect et l'amour inconditionnel. Et si quelqu'un essaie un jour de la traiter autrement, il devra d'abord passer par moi. Le système judiciaire a fonctionné, la thérapie a aidé, et le temps a guéri de nombreuses blessures, mais la victoire la plus importante est qu'Olivia sait qu'elle compte, et elle n'aura plus jamais à se demander si elle mérite un abri, de l'amour et de la protection parce qu'elle en mérite. Chaque enfant en mérite, et quiconque pense le contraire peut apprendre cette leçon à la dure, tout comme ma mère et ma sœur.